Red TV, la chaîne de proximité, 100% culture locale. La solidarité est un pouvoir. Dans le temps de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Tout de suite, magazine. La République démocratique du Congo peut-elle être éligible d'ici 15 ans comme un pays émergent? Autant de questionnements sur la situation sociale des Congolais. Le Premier ministre en a parlé, le taux de chômage a baissé, nous allons en parler dans ce numéro de Mogrosso. Faut-il combien de dialogues pour que nous ayons une paix durable et un climat de paix en République démocratique du Congo? Autant d'opinions, divergences d'opinions, majorité, opposition, société civile. Nous allons en parler également dans ce numéro de Mogrosso. L'opposition républicaine a donné sa position quant à l'organisation de ce dialogue. Ce n'est pas encore opportun pour elle de participer. Nous recevrons pour ce faire deux éminents politiques de la République démocratique du Congo. En premier, il s'agit de M. André Alain Atundu Liongo, président national de la Convention pour la démocratie et la République et communicateur de la majorité présidentielle. Bienvenue dans ce numéro de Mogrosso, M. Atundu. Merci bien. Son co-débatteur, il s'agit de l'honorable Steve Mbikaï, président national du Parti travailliste, PT en sigle, initiateur de la nouvelle classe politique sociale et porte-parole de l'opposition nationaliste. Bienvenue, honorable. Merci. Voilà. La première question est vôtre. Le Premier ministre a parlé du taux de chômage qui a baissé, allant de 60 à 40, qui avoisine 30-40. Quelle réaction vous avez par rapport à ça? Oui, je voudrais poser une question à l'ambassadeur Atundu, qui est de la majorité. Je sais que M. Matata a fait l'économie, je crois. Je voudrais savoir s'il a fait aussi l'esthétique. Est-ce qu'il a fait l'esthétique aussi? Il a fait l'esthétique. L'esthétique? Oui. Moi, je ne sais pas, pour deux raisons. D'abord, ce n'est pas à vous de me poser des questions sur le plateau. Et deuxièmement, je ne vois pas de rapport avec la question de M. Issou. Ah oui, parce que je me rends compte qu'il est très fort dans le maquillage. Vous savez, le maquillage, bon, tu peux avoir des rides, hein.
tu t'es maquillé pour cacher les rides, mais ta conscience est témoin. Parce que je crois que le Premier ministre Matata mérite bien qu'il démissionne. Il faut qu'il démissionne. Parce qu'il ment comme ça, visiblement. Il ment aux Congolais, au monde, et à sa conscience. Le taux de chômage dans ce pays, il n'y a pas longtemps, qu'il était de 94%. Et je ne sais pas à quel moment est-ce qu'il est descendu à 60%, parce que lui dit qu'on est parti de 60% à 40%. Quand il y a baisse de chômage, cela signifie qu'il y a augmentation de la production. Parce que c'est cette augmentation de la production qui veut qu'il y ait beaucoup de bras pour travailler, pour produire. Et quelle est la conséquence? La conséquence est que il doit y avoir baisse des prix des consommations et des services sur le marché. Parce que c'est la loi de l'offre et la demande. Quand il y a une grande production, il y a beaucoup de biens et services sur le marché, le prix baisse. Mais ici, on nous parle de la baisse du chômage de 60% à 40%. D'abord que c'est faux, c'est pas 60%. Et j'aimerais, d'ailleurs, c'est très bien comme sur le plateau, nous sommes avec un éminent communicateur de la majorité. Il va nous dire, dans 3 ans, 2 ans, combien de millions d'emplois est-ce que le gouvernement a créé? On a créé combien d'entreprises pour que le taux de chômage baisse aussi et sensiblement, pendant que sur le marché, le prix des biens de consommation sont en train d'augmenter. Nous ne voyons pas, nous, des gens qui sont en train d'avoir de nouveaux emplois. Mais moi, je crois que c'est criminel quand on est assis dans son bureau, en train de manipuler les chiffres, tout simplement, et on oublie la vie qu'elle mène le Congo profond. Quand vous partez aujourd'hui, c'est pas moi à Mikonga, vous partez à Badara, vous partez à Mikondo, allez voir comment les gens vivent là-bas. Entre-temps, il nous dit aussi que le taux de mortalité a tellement baissé. Mais si le taux de mortalité a baissé, c'est que la qualité des soins a augmenté. C'est que le nombre d'hôpitaux construits a augmenté. Or, nous sommes dans un pays où la population est livrée aux charlatans. Un pays où le charlatan passe tous les jours dans les médias, tue la population en faisant la publicité comme quoi ils sont experts dans tous les domaines. Parce que les gens ne sont pas capables d'aller payer les frais de consultation dans les hôpitaux de l'État, même sur les privés. En tout cas, j'étais très fâché quand j'ai suivi, ça je te dis la vérité, quand j'ai vu le Premier ministre en train de mentir au grand jour. Peut-être que mon co-débatteur va nous démontrer combien d'emplois ils ont créés dans ce pays. Monsieur Atundu, il n'y a pas de production, il n'y a pas de création d'emplois. Alors, comment le taux de chômage peut baisser? D'abord, je suis à la fois surpris et étonné par la réaction de l'honorable. Lui qui n'a aucune donnée sur la création d'emplois, comment peut-il dire qu'il n'en a pas été créé? Et donc, au lieu que moi je lui réponde, que lui, il se réponde à lui-même, la charge de la preuve incombe à l'accusateur. C'est à lui de nous dire, voilà, vous n'avez pas créé autant d'emplois que vous avez prétendu. Bon, ceci dit, le Premier ministre est celui qui est en charge de la gestion de la situation générale du pays, du point de vue économique, social, et vous savez qu'une fois par semaine au moins, la Troïka s'est réunie. Et là, il a des données sur le plan macroéconomique, à partir de la Banque nationale, qui est un bon miroir, à partir du ministère des Finances, eh bien, il peut se faire une idée de l'évolution générale du pays. Mais, ceci dit, il faut savoir que chez nous, ici, l'informel, même dans la saisie des données, a une importance essentielle. Et donc, si le Premier ministre dit
que le chômage a baissé de 60 à 40, peut-être qu'il y en a eu plus. Parce que tous les créateurs d'emplois dans l'informel ne se font pas enregistrer au ministère de l'Emploi. Donc si le Premier ministre dit qu'il y a baisse de mortalité, peut-être qu'il y en a plus. Parce que tous ceux qui sont guéris par les féticheurs, comment on les appelle encore, le médecin traditionnel et tout ça, les tradipraticiens ne se font pas enregistrer. Donc, plutôt que de se laisser emporter par l'émotion, je crois que nous avons intérêt, peut-être, à aller au ministère de l'Emploi. Il y a même une entreprise de l'emploi, l'Agence nationale de l'emploi, je crois, qui existe, et se demander, mais le Premier ministre a dit ceci, est-ce qu'il y a eu création d'emplois? Est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Mais seulement réagir comme ça, à chaud et à fleur de peau, parce que, d'après son intuition, qui n'est pas infaillible, on a l'impression que le Premier ministre a menti, je ne serai pas partie prenante, parce que le Premier ministre, il ne vit pas dans un cocon. Les chiffres qu'il donne, la Banque mondiale est là, les autres partenaires sont là, et donc il donne un certain nombre de chiffres, mais comme toujours, il y a une certaine marge. Peut-être que au lieu de 40, on est à 45-50, etc. Mais le message essentiel du Premier ministre, c'est que la tendance générale de l'économie et de la vie sociale est à l'amélioration. C'est ça le message qu'il faut retenir du message du Premier ministre. Voilà, vous avez le message qu'il faut retenir, donc il faudrait également que vous ayez une base de données. Pourquoi ne pas aller à l'Agence nationale de travail? Pourquoi ne pas avoir tous les renseignements qu'il faut, alors que vous êtes également député national? C'est votre rôle. Et il y a deux choses qui sautent aux yeux. Je crois que ceux qui nous suivent, comme moi, se fâchent quand ils entendent ce genre de déclaration mensongère. Parce que nous vivons la cité, nous vivons avec des gens. Quand on dit que le chômage a baissé de 20%, vous imaginez combien de millions d'emplois on a créés? Est-ce qu'on peut créer autant d'emplois? Ce que nous voyons de nouvelles entreprises en train d'être mises sur pied. L'État lui-même est le plus grand employeur. Moi, je crois qu'il pouvait nous dire d'abord combien d'emplois l'État a créé cette année. Il a embauché combien de personnes. Et ces gens-là, ils travaillent où? Chaque année, nous avons de nouveaux diplômés qui sont déversés sur le marché. Combien ont-ils l'emploi? Mais c'est facile de faire des déclarations comme ça sans justifier. Et il dit même que la vie des gens s'est améliorée, mais les choses s'empirent de plus en plus. On ne produit pas ici. Parce que d'abord, depuis qu'ils sont là, n'ont pas permis à ce que les Congolais puissent acquérir le savoir nécessaire à la production. Nous sommes en train de fonctionner, franchement, de façon très, très archaïque. Vous pensez, depuis qu'ils sont là, ça fait 10 ans, 15 ans et tout ça, nous sommes toujours dans un pays où on ne sait même pas fabriquer le mobilier des bureaux. Un pays où on est incapable de fabriquer une bonne table. Aller dans le bureau du chef de l'État, le bureau de l'ambassadeur, le bureau de tous les PDG. Tout ce qu'il y a comme mobilier des bureaux là-bas, c'est importé. Ça vient de la Chine, parfois de l'Europe, alors qu'on a du bois, on a des grumes et tout ça. Donc on n'a pas les gens qui ont le savoir nécessaire pour produire. Et ils poussent leur comédie trop loin en disant consommer made in Congo. C'est vrai, moi je suis d'avis qu'il faut consommer plus ce qui est produit par les Congolais que ce qui est importé. Mais les Congolais produisent quoi? Il faut commencer par produire les biens de qualité pour que le Congolais puisse consommer ces biens de qualité. Alors, cette production est où? Dans quel domaine? Parce que quand on dit que le chômage a baissé, cela veut dire que la production a augmenté. Cette production est dans quel secteur? Nous sommes en train d'exporter ici tout ce que nous avons comme matière première à l'état brut.
Ok? Nous sommes comme une espèce de forêt où vivent les animaux. Et les hommes viennent prendre ce qu'il y a comme matière pour aller les valoriser. Nous avons le cuivre, nous avons tout ce qu'il faut, le bois et consorts, mais nous sommes incapables de pouvoir convertir ces ressources en biens de consommation. Alors cette production-là viendrait d'où? Voilà ma question. Ça peut sauter aux yeux, même sans aller demander à l'office de l'emploi. Encore, il faudra que les gens se fassent enrôler parce que ils voient qu'il n'y a pas d'emploi créé même quand on est enrôlé là-bas. Voilà. Ici, c'est un problème de conscience. Parce que quand les faits sautent aux yeux, le patriotisme, le nationalisme nous pousse à dire la vérité. Il y a les domaines dans lesquels on ne doit pas avoir un point de vue comme majorité ou comme pouvoir quand il s'agit de l'intérêt général ou l'intérêt de la population, comme dans ces cas précis. Voilà. Monsieur Atundou, alors votre réponse par rapport à ça? Eh bien, je considère que les affirmations de l'honorable sont gratuites parce qu'elles ne reposent pas sur des éléments pertinents. La rumeur, l'impression, etc. Et puis, établir un rapport entre la baisse du chômage et la production, ce n'est pas une corrélation nécessaire. La baisse du chômage, c'est plus en fonction de la création d'emplois. Parce que l'augmentation de la production peut aller de pair avec la modernisation. La modernisation va avec la suppression d'emplois et donc création de chômage. Donc voilà pourquoi je dis, ici, lorsque nous n'avons pas d'éléments pertinents, vraiment, mieux vaut ne pas faire de déclarations gratuites et finalement tomber dans le péché que l'on voudrait que les autres ne commettent pas. Le Premier ministre Matata n'a pas été invité en tant que membre de la majorité. Le Premier ministre Matata n'a pas fait ses déclarations en tant que membre de la majorité. Il a fait ses déclarations en tant que Premier ministre de la République démocratique du Congo. Les éléments qu'il a mis à la disposition de l'opinion, eh bien, peuvent être vérifiés. Donc, moi, je n'ai pas d'éléments pertinents pour le contredire. Je dis que lorsque le Premier ministre dit cela, nous devons le croire et essayer d'établir, ou peut-être de lui demander d'établir, la corrélation entre le formellement saisi et l'informellement existant. C'est peut-être ça. Mais dire qu'aujourd'hui c'est un pays où on ne sait pas construire, etc. Non, il faut aller sur la route de Delvaux. Vous verrez qu'il y a des gens. Vous venez ici, il y a des gens qui construisent des bureaux, etc. Ça c'est tout à fait normal. Hein? Ce n'est pas parce que on n'est pas satisfait qu'on ne fait rien. D'accord. Ce pays, eh bien, nous exportons. Il suffit de se mettre au beach Ngobila, vous voyez le nombre de nos biens qui sont partis. Et même beaucoup d'autorités de certains pays voisins envoient leurs enfants ici chez nous, dans les internats, pour étudier. Si vraiment tout allait mal, et pour le pire, comment ces parents bien placés, responsables, qui ont probablement les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école, disent non, l'école congolaise est meilleure, et dans les conditions, et dans le contenu. Voilà. Il faudrait qu'il y ait réellement des informations sur le formellement saisi et l'informel existant. Honorable Mbikaï, je crois que c'est la conclusion par rapport à ce point d'actualité. Oui, donc il ne faut pas faire la caricature. Ce que j'ai dit, moi, est clair. L'ambassadeur nous dit qu'il y a les meubles fabriqués, n'est-ce pas, à Delvaux. Je n'ai pas parlé de fabriquer les meubles. J'ai parlé de fabriquer les meubles de qualité. Si tel était le cas, les ministres, la présidence et tout le monde allaient avoir le mobilier du bureau fabriqué à Delvaux. Aller dans tous ces bureaux, voir s'il y a le mobilier fabriqué à Delvaux. C'est pas justement, c'est pas de la meilleure qualité. Nous, monsieur l'ambassadeur, normalement, le taux de chômage est toujours inversement proportionnel, notamment à l'inflation. Parce que
quand le taux de chômage baisse, c'est que même si c'est modernisé, les biens de consommation sont produits en grand nombre et le prix baisse. Quel est le secteur où il y a eu visiblement une grande production? Et vous parlez par exemple de médecins traditionnels, c'est très grave. Vous savez que pour soigner l'œil seulement, un médecin vous fait 12 ans à l'université. Mais c'est dans ce pays où quelqu'un se réveille un matin, il vous dit qu'il est guérisseur, il peut tout guérir. Les yeux, le nez, la bouche, toutes les maladies. Et le pouvoir laisse ces gens faire. Les Chinois pullulent ici avec de faux médicaments dans ces pays. Je connais des gens qui n'ont même pas un diplôme de gradué, mais à qui les Chinois ont fabriqué les diplômes comme médecins et qui soignent des Congolais. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de réglementation. Et dans ces conditions, on me dirait que voilà, ces gens guérissent la population. Et sur ce fait, sur ce point précis, il est clair qu'on ne produit presque rien. Parce que presque tout est importé. Le jour que nous serons au pouvoir, on va vous apprendre ce qu'il faut faire. Il ne suffit pas seulement d'importer les aiguilles et lames de rasoir, mais il faut plutôt savoir comment importer le savoir-faire et le savoir. L'université, c'est le lieu où on invente. Qu'est-ce que nous inventons ici? Nous avons une espèce d'école supérieure professionnelle ici. Vous comprenez? Nous allons vous apprendre ce qu'il faut faire. Envoyons chaque année les enfants doués, surdoués, en Chine, Allemagne, France, États-Unis, pour nous importer le savoir et le savoir-faire avec des bourses. Et on leur prépare les conditions d'accueil telles qu'il ne fuit pas le pays. Comme ça, dans 10, 15, 20 ans, nous aurons des gens capables de produire les biens nécessaires à la consommation. Au lieu d'exporter les matières brutes, nous allons cette fois-là apprendre à exporter les biens utilisables, les biens de qualité. Les gens auront de l'emploi, l'État aura des impôts, et que sais-je encore. Ça, c'est tout à fait clair. Voilà. Ce pays qui ne vaut rien a quand même produit... Pas le pays, le pays, les gestionnaires. Le personnel. Ce pays qui ne vaut rien a quand même produit le docteur Mukwege. Ce pays qui ne vaut rien, eh bien, le docteur Muyembe a quand même été reconnu. Il y a combien d'héros cachés? Lorsqu'une personne est primée, est-ce que vous connaissez le nombre des gens qui ont contribué à la recherche d'Ebola? Non. Honorable, je vous le concède. Tout ce que vous dites, je l'accepte, parce que c'est un discours de saison. Nous sommes en campagne électorale déjà. Eh bien, je vous le dis. Mais, en venant ici, il s'agit d'une question de responsabilité. Vous êtes un responsable respectable. Eh bien, lorsque vous contestez les chiffres du Premier ministre, il faut avoir des éléments pertinents. Vous avez créé autant d'emplois, c'était autant, et voilà, vous ne pouvez pas arriver à ce chiffre. Mais sinon, c'est un peu de l'émotionnel. Malheureusement, l'émotionnel n'est pas une solution à tout. Lorsque vous parlez de médecin, le médecin, oui, il fait 12 ans pour former un spécialiste de l'œil. Mais est-ce que la présence du spécialiste de l'œil empêche aux citoyens d'aller recourir aux féticheurs? Vous voyez que il y a des aspects de ce problème. Ce n'est pas pour rien que nos universités travaillent en collaboration, sinon en partenariat, avec la médecine traditionnelle, les tradipraticiens. Donc nous avons déjà avancé. Nous essayons d'intégrer notre savoir, qui est peut-être au stade primaire, au savoir un peu plus avancé que le nôtre. Et nous avons dans ce pays des médecins respectés de par le monde. Nous avons dans ce pays des hommes politiques respectés de par le monde. Si nous ne valons rien, alors je ne vois pas pourquoi les gens estiment que monsieur l'honorable Simbikai représente l'avenir pour ce pays. Voilà, merci. Nous avons sûrement, je sais que l'honorable veut réagir par rapport à ça, parce qu'on a cité quand même de savants dans ce pays. On a cité le docteur Mukwege, le docteur
Mouyembe, il y a également le docteur Loruma qui est parti. On a Oui, quand même connu... Malou, le savant Malou. Oui, oui. On cite 3 personnes, 4 personnes. Je vais finir. Mais on n'est pas Dans venu un ici pour pays- faire la litanie de tous les... Il faut aller à l'enseignement Mais supérieur. la parole. Dans un pays, nous avons 110 millions d'habitants, on vous suit 3 personnes. Et quand vous suivez ces 3 personnes, doivent s'être spécialisées à l'étranger. Quand vous suivez ça, très bien. Ok. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas les gens des valeurs. Mais nous avons tout simplement un gouvernement qui n'a pas assez de compétences pour pouvoir gérer ces ressources humaines à bon escient et bien les former. Vous comprenez? Et ça, c'est démontrable. Nous sommes avec vous ici. Allez sur la rue, appelez seulement les élèves qui passent sur la rue là-bas. Appelez 10, donnez leur stylo, un stylo et puis en papier. Faites la dictée. Ok? Ça, c'est connu de tous. Nous devons les reconnaître pour bien corriger. Il ne s'agit pas de faire la propagande, la campagne pour votre gouvernement, quand tout le monde sait que les choses ne marchent pas partout à la cité. Voilà. On ne va pas entrer dans les débats philosophiques entre l'intelligence et l'instruction. Voilà, Entre la théorie et le savoir-faire. Voilà, on change de point d'actualité. Autant de conditions données par l'opposition. La sortie officielle dont la déclaration a eu lieu le 18 mai dernier à Fatima. L'UMLC, l'UNC, avec une dizaine de partis politiques de l'opposition qui ont dit non à ce dialogue. Mais également, on retrouve du côté de l'UDPS tendance à accepter le dialogue. On se réfère au message de vœux du président national de l'UDPS donné le 31 décembre 2014. Mais également, c'est hier que l'opposition républicaine a également donné sa position quant à ce dialogue. Nous allons suivre justement cet extrait de la déclaration de l'opposition républicaine pour que nous revenions, parlons dialogue. Après avoir pris acte du message lui transmis par l'émissaire du président se rapportant à la volonté exprimée en faveur d'un dialogue national, l'opposition républicaine donne sa position de la manière suivante. 1. L'opposition républicaine est respectueuse des valeurs républicaines, dont le dialogue permanent entre les opérateurs politiques et socio-économiques en vue d'améliorer le bien-être des populations congolaises. 2. Cette conviction, dont le maintien d'un dialogue permanent a donné naissance à la dynamique de concertation nationale matérialisée par 763 recommandations approuvées par tous. 3. L'opposition républicaine note que sur ces 763 recommandations de dites concertation nationale, dont 100 avaient été sélectionnées comme prioritaires, il n'y a que 23 recommandations de ces 100 qui sont exécutées ou en cours d'exécution, soit 20 à 23% seulement du taux d'exécution. Elle demande au gouvernement de cohésion nationale et à tous les acteurs concernés de bien vouloir les exécuter pour l'intérêt du peuple congolais. 4. En conséquence, l'opposition républicaine trouve inopportun ce dialogue au stade actuel. L'opposition républicaine trouve inopportun ce dialogue au stade actuel. Combien de dialogues faut-il pour que nous ayons une paix durable en République démocratique du Congo? Honorable Mikaï. Nous aurons besoin d'autant de dialogue tant qu'il y aura des problèmes. D'abord, le dialogue en démocratie est une vertu. On doit parler quand il y a des problèmes. Il faut discuter entre citoyens des mêmes pays. Mais par rapport à la déclaration que nous venons de suivre tout à l'heure, moi je sais que l'opposition républicaine était aux concertations. Dans mon entendement, en fait, ceux qui ne viendront pas seront représentés par le camp du pouvoir. Parce que ils ont eu à créer, ils ont un gouvernement
issus pratiquement de ces concertations. Ok. Pour moi, je crois qu'on doit avoir en face les concertateurs et nous qui n'étions pas en concertation. Encore qu'il faut faire la part des choses, à mon humble avis, entre concertation et dialogue politique tel que nous l'entendons. Aux concertations, ils sont concertés, ils ont fait des résolutions qu'ils ont envoyées au chef de l'État. Mais c'est à lui d'appliquer ou pas. Ce n'était pas des résolutions imposables à tous puis exécutoires. Par contre, dans un dialogue, nous discutons pour chercher un compromis. C'est différent. Lequel compromis vous amène à un accord. Et quand vous avez signé un accord, ça vous lie. Vous devez absolument exécuter ce qui est dans cet accord. Et c'est ça, la conception que nous avons du dialogue que nous voulons avoir avec le pouvoir. Pourquoi le dialogue? C'est parce qu'il y a des problèmes, notamment de toutes ces fraudes massives de 2011, des tricheries, où on fait semblant d'oublier, mais on n'oublie pas. Si on a demandé le dialogue par la communauté internationale, c'est parce qu'on a vu qu'il y a des problèmes et que la majorité avait voulu tricher avec les concertations, ça n'a pas tenu. On rentre à l'esprit du dialogue. OK? Et nous sommes partants pour ce dialogue. L'opposition est partante pour le dialogue. L'opposition sera bel et bien au dialogue. Quelle face opposition au pouvoir. il s'agit parce que déjà, vous avez vu le groupe du MLC, UNC et d'autres partis politiques ont dit non à ce dialogue. Je suis le porte-parole de l'opposition nationaliste. Je ne suis pas censé parler au nom des autres, de l'autre aile, l'opposition. Mais moi, je vous dis que tout le monde sera là. Vous savez qu'il y a eu une déclaration de toujours le même groupe qui avait dit ne pas aller aux élections provinciales à cause des préalables levés, notamment l'enrôlement des jeunes majeurs. Il y a le report de l'élection locale, des finances, le fichier électoral. Et le jour suivant, moi, j'avais fait une déclaration pour dire non, ben moi je connais chaque joueur et puis son style de jeu. Nos collègues seront bel et bien aux élections provinciales, ils seront là. Et ils sont là maintenant, ils sont partis. Mais n'est pas là. Alors, ceux qui étaient éveillés préparent leur dossier. Ils savaient que, c'était qu'une déclaration. Les autres, sûrement, ont été pris au bout de pourvu. C'est pas facile de préparer le dossier dans une semaine de déposer. Alors, pendant que vous êtes ensemble, vous faites des déclarations, les gens ont une autre pensée que vous faites. En fait. C'est comme ça que j'ai dit que, même par rapport au dialogue, tous nos collègues de l'autre aile de l'opposition seront tous là. Peut-être on peut avoir un cas comme une exception ou deux, mais ce que moi je sais est que toute l'opposition, tout le monde sera là. Et déjà, certains d'entre nos camarades commencent un peu à modérer le langage en disant oui, dialogue d'une demi-journée, oui, on peut le faire, ainsi de suite. Moi je vous dis en tant que l'opposition que l'opposition est d'accord. Parce que nous sommes dans un pays, les groupes d'intérêts s'entrechoquent dans un pays et s'entrecoupent pour des intérêts. Et la meilleure façon de pouvoir avancer, c'est soit d'être en mesure d'imposer ses points de vue. Dans ces cas, on prend les armes pour s'imposer. Ou alors, être en mesure de lancer un mot d'ordre suivi, vous mettez par exemple 2 millions de Congolais dans la rue. Là, on vous écoute. Et dans tous les cas, c'est toujours la perte de temps et d'énergie. La perte des vies humaines, parce que on finit toujours par dialoguer, même quand on a pris les armes, même quand on a fait des marches. Alors, pourquoi on n'a pas fait l'économie du sang, l'économie d'énergie, dialoguer, trouver des solutions à l'amiable entre acteurs politiques des mêmes pays? Pour trouver un compromis sur le glissement, pour continuer le pouvoir. Quel rapport doit-il y avoir entre glissement et dialogue? Parce que nous avons eu des élections dans ce pays qui ont débouché sur beaucoup de tueries, beaucoup de morts. Une élection dont les résultats ont été annoncés dans un char de combat. En 2011, il y a eu autant de morts le jour de la clôture de la campagne électorale. Il y a eu autant de morts après donc, ces élections-là. Pourquoi ne pas faire en sorte que les élections à venir soient différentes que celles qui sont passées? Il faut se parler. Et peut-être c'est pour le président de la République aussi de préparer son départ à l'amiable. À une année de son départ, s'il faut dialoguer, lui trouver une sortie honorable, je vois aucun mal. Donc dans tous les cas, c'est nécessaire que nous puissions discuter de tout et de rien, pourvu que
la Constitution soit respectée, notamment tous les délais, y compris le délai de décembre 2016, le jour où nous verrons la remise et reprise entre le président Kabila et son successeur. Voilà, donc préparer une sortie honorable pour le président de la République, mais également, on finit toujours par dialoguer pour que nous balissions le chemin. Ambassadeur. Vous savez, d'abord pour revenir à la déclaration, le dialogue, le sort des résolutions des concertations nationales ne dépend pas du dialogue. C'est un instrument de gestion, n'est-ce pas? Toutes les résolutions des concertations nationales sont en train d'être appliquées au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de corrélation entre le dialogue et la méconnaissance éventuelle des résolutions, la remise en question. Non, le dialogue, ce n'est pas la négociation, ce n'est pas la concertation, ce n'est pas une remise en cause des résolutions des concertations nationales. C'est un cadre d'échange de tout sujet d'intérêt, généralement quelconque. Et c'est un instrument de gestion aux mains de celui qui détient la réalité du pouvoir. Le président de la République, de par la Constitution que nous tous nous acceptons, est le garant des institutions, de la marche de la démocratie, de la gestion du pays et le garant de l'ensemble du pays. Il est donc dans son rôle de prendre l'initiative de dialogue. Un dialogue, je ne sais pas si ça doit aboutir nécessairement à un accord. Non, ça dépend des sujets que l'on aura à discuter et ça dépend de la tendance finissante de ce contact. Donc je pense que en tant que démocrate, en tant que patriote, ou même en tant qu'homme d'État tout court, le dialogue est un instrument de gestion auquel, heureusement, chacun de nous peut participer. Et donc, ce n'est pas parce que ce dialogue va voir arriver des nouvelles têtes, si je puis ainsi m'exprimer, que ceux qui ont participé aux concertations se disent « mais nous sommes ». Et puis, ce n'est pas une initiative de la majorité, c'est une initiative républicaine du chef de l'État, du président Kabila. Et donc, chacun doit prendre position par rapport à, dans son attitude, par rapport aux initiatives républicaines du chef de l'État. Ça fait partie donc des initiatives républicaines du chef de l'État. Absolument. On ne peut toujours pas déboucher un compromis, parce que c'est pas tellement... Non, le compromis, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un dialogue, j'ai dit? C'est pas une négociation. C'est pas une concertation. On s'est dit, le président de la République, il dit, retrouvons-nous. Ah, moi je dis, tiens, lorsque nous allons nous retrouver, voici les problèmes qui m'intéressent. Vous vous dites, voici. Et lorsque nous allons nous retrouver, ou que nous nous retrouvons, alors en ce moment-là, chacun donne son cahier de charge, peut-être après avoir entendu l'intention première de celui qui a pris cette initiative, et voir si nos différents cahiers de charge ne peuvent pas s'intégrer dans ces préoccupations. C'est ça le dialogue. Honorable Bikaï, donneriez-vous raison aux autres faisant partie de l'opposition, comme l'UDPS, parce que l'UDPS pense aller récupérer l'impérium en quelques mois qui restent. Vous pensez autrement. Alors, est-ce que ce dialogue aura vraiment une opportunité que le Congolais vienne se parler? Parce que tout à l'heure, là, vous avez suivi l'ambassadeur par rapport... Les choses doivent être claires que ce dialogue n'est pas l'initiative du président Kabila. Nous savons tous que l'accord d'Addis Abeba avait demandé qu'il y ait un dialogue inclusif en République démocratique du Congo,
pour trouver solution. Et puis la résolution 2098 de l'ONU est venue appuyer ça. Et enfin, nous de l'opposition, nous l'avons réclamé. Vous vous souviendrez que nous avons même eu à créer la CVD, Coalition pour un vrai dialogue, pour avoir rejeté les concertations. Vous vous souviendrez aussi que l'UDPS, de son côté, avait demandé ce dialogue. Le président Kabila n'a fait que accepter d'appliquer ces instruments internationaux juridiques, mais aussi répondre à la demande de l'opposition. Donc, ce n'est pas son initiative en principe. Ça, je crois que nous devons être francs pour le dire. L'ambassadeur dit que le dialogue, ce n'est pas la négociation, ce n'est pas les concertations. Mais moi, je vous dirais que les négociations sont incluses dans un dialogue. Les concertations aussi. Parce que quand vous discutez, et en principe, cela veut dire qu'au départ, il y a des divergences que vous voulez aplanir, pas la dialectique. Et qu'à la sortie de ces dialogues, il faut que vous ayez un entendement sur certaines questions. Chacun, se faisant violence, abandonne une partie de ses revendications pour avoir un compromis. Vous comprenez, le dialogue comprend tout ça. Et pendant ce dialogue, on peut dire, écoutez, nous, on va se concerter un peu entre opposants, puis entre majorité. Donc, les négociations, les concertations sont incluses dans un dialogue. Et vous dites que l'UDPS, par exemple, réclame l'impérium. Mais l'UDPS a tout à fait raison. C'est-à-dire, quand on va à la table de négociation, quand on va au dialogue, n'ayez pas peur des prétentions de chaque camp. Moi, j'ai toujours dit, on peut par exemple avoir le PPRD qui vient avec une position qui dit, écoutez, nous voulons que le président Kabila devienne roi. Nous, on ne va pas dire, on ne va pas le négocier parce qu'ils ont dit ça. Ça, c'est leur thèse, leur point de vue. Mais quand on s'ira au dialogue, on va leur faire comprendre que le Congo n'est pas un patrimoine familial. On va leur faire voir que le Congo n'est pas un royaume. Et nous, on peut dire que le président Kabila dépose tout de suite. C'est un point de vue. Mais quand on discute, on dégage une résultante. Donc quand l'UDPS demande d'impérium, c'est parce qu'elle est consciente que d'après elle, et même d'après nous, l'opposition, que c'est le président Tshisekedi qui avait gagné en 2011, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la parole d'évangile. Quand nous irons au dialogue, sûrement que les gens d'en face vont nous demander d'éprouver ce que nous disons. Voilà un dialogue. On va discuter et après, il y aura un consensus. Vous comprendrez. Voilà. C'est comme ça que j'ai dit que c'est très nécessaire qu'on y aille, chacun avec sa thèse. Et quand on va confronter toutes ces thèses, on va dégager une synthèse pour que nous puissions avoir des élections apaisées en 2016. Que nous puissions voir dans ce pays pour la première fois un chef de l'État qui quitte le pouvoir pacifiquement et remplacé par un autre, et nous nous préparons une sortie honorable en tant que sénateur à vie. Voilà ce que moi je comprends du dialogue. Et je ne peux pas comprendre, moi, qu'il y ait des gens qui disent non, on ne veut pas dialoguer. Ça n'existait pas dans un pays. Le dialogue est une vertu. Nous devons laisser de côté les luttes de positionnement, le combat de leadership, ou peut-être des gens qui veulent occuper certaines fonctions dans ce pays pour privilégier l'intérêt général. Nous, de l'opposition nationaliste, nous disons que nous devons nous parler entre nous. Je sais que la majorité au pouvoir, ces pouvoirs, écoutent plus l'étranger que les Congolais. Je sais aussi qu'à l'opposition, il y a des solidaires qui sont plus manipulés et manipulables par l'étranger. Et nous, à la NCPS, donc Nouvelle Classe Politique et Sociale, tout comme à l'opposition nationaliste, nous sommes contre toutes ces pratiques. On doit se parler entre Congolais pour trouver des solutions à nos problèmes en tant qu'adultes. Voilà. Ambassadeur, vous avez suivi avec beaucoup de détails. Donc ce n'est pas l'initiative du président de la République. Et lorsqu'on se retrouve notamment où il y a le compromis, c'est pour négocier pendant ce dialogue. L'accord d'Addis Abeba a été signé par 11 chefs d'État, je crois, y compris combien? 11 chefs d'État. C'est-à-dire qui se sont mis d'accord. Et le président de la République
en tant que co-signataire, a la responsabilité, pour sa part, de réaliser ce qui lui convient. Ça, c'est de un. De deux, je ne vois pas dans ces dispositions, dans cet accord, une disposition qui interdit au président Kabila de réunir les siens, ceux qui ont la passion et l'amour du Congo. Aucune disposition. Je ne vois pas dans cet accord une disposition qui interdit aux autres membres de la classe politique, majorité, opposition, société civile, de répondre positivement à une initiative de dialogue du président Kabila au motif que, ce faisant, il serait contre l'accord d'Addis Abeba. Donc, soyons clairs. Avant l'accord d'Addis Abeba, le pays était géré. Après l'accord d'Addis Abeba, le pays est encore géré. À part le problème de l'accord d'Addis Abeba, d'autres problèmes intéressants existent dans notre pays. Et le dialogue, la forme ou le contenu du dialogue actuel, c'est celui qui a pris l'initiative qui dit, bon, nous nous réunissons, je n'ai pas de sujet particulier, chacun amène sa part. Ok. Nous nous réunissons, voici ma préoccupation. Et chacun se dit, voici la mienne aussi. Mais le dialogue n'a pas une forme précise. Il est entendu que le dialogue est un terme générique qui a des spécialisations. Les concertations, les négociations, le partage du pouvoir, le réaménagement des institutions, le sort de tel responsable, de tel autre. Mais je doute fort que le dialogue actuel, initié par le président Kabila, ait comme sujet le sort du président Kabila en 2016. La question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Et donc, je pense, au lieu de disserter sur le contenu, il faut faire, comme l'a dit l'honorable, que chacun se prépare en conséquence. Et quand on va se retrouver, on va dire, bon, voilà, nous voulons ceci, nous voulons cela. Mais poser des préalables, par exemple, non, ce n'est pas vouloir le dialogue. D'accord. Alors, ma dernière question, qui me mène à clôturer d'ailleurs. Alors, avec le préalable posé par l'opposition, est-ce que nous pouvons aller à ce dialogue sans pour autant interrompre le processus électoral qui est déjà entamé? Honorable Bikaï, je termine avec vous. Oui, et d'abord, par rapport à l'initiative du dialogue, c'est lui qui initie un dialogue, en connaît le contenu déjà tout au départ, de ce qu'il veut qu'on parle. Or, le président Kabila n'en connaissait pas le contenu. Ah bon? Alors, bien sûr, parce que son émissaire nous a seulement dit que le dialogue a été demandé, et surtout par l'opposition. Il veut savoir de quoi va-t-on parler, proposer le sujet, le format, la durée, et tout ce que vous voulez, parce que c'est nous qui avons réclamé. On peut dire que lui a accédé à la demande de l'opposition de négocier. Et c'est pas mal. Et ce n'est pas qu'il nous réunit autour de lui, non. Nous serons en face de lui. Parce que nous avons des choses à reprocher à sa gestion et même à sa façon d'accéder au pouvoir en 2011. Donc nous serons, nous, en face de lui et vous serez derrière lui. Donc ça doit être tout à fait clair. Donc vous serez en face, les autres seront derrière. Nous serons en face du président Kabila directement ou par personne interposée. Ça c'est clair. Nous ne serons pas autour de lui ni derrière lui. Nous de l'opposition bien sûr. Voilà. Par rapport au préalable, vous avez dit? Tout à fait. Est-ce que nous pouvons aller sans pour autant arrêter le processus électoral? Mais pourquoi devons-nous arrêter le processus? Parce que tous nous disons que nous devons respecter les délais constitutionnels. Si nous dépassons le cap de 2016 en décembre sans avoir un autre chef de l'État, le pays peut basculer dans l'instabilité, ce qui n'est pas bon. Si nous aimons tous notre pays, faisons en sorte que, pour une fois, qu'il y ait des élections apaisées, sans que le sang ne coule
et qu'on s'entende que celui qui perd plie bagage et parte sans pourtant qu'il y ait de problème. Bien sûr qu'il peut aussi avoir besoin de négocier son départ. Je vous ai dit que nous sommes dans des pays où, généralement, ceux qui étaient au pouvoir, on les poursuit après. Notamment, il y a des gens qui sont tués, il y a trop de troubles. Mais si on peut discuter, pour ceux qui refusent le dialogue, qui disent non, il y aura sûrement partage du pouvoir, mais il faut démystifier les choses. C'est aussi faisable. Mais ce qui est mauvais, c'est de passer le cap de décembre. Si on s'est dit, par exemple, que pour avoir des élections apaisées, éviter des contestations de tricherie, parce que les gens estiment que les autres puissent dans des caisses de l'État pour leurs élections et consorts, ils utilisent les fonctionnaires à leur compte, et que voilà, vous, opposition, qui disent que vous avez gagné en 2011, après débat, on trouve que pour la paix, prenez la primature, pour qu'ensemble, qu'on organise les élections de 2016, sans dépasser le délai constitutionnel de décembre. Est-ce que c'est un tabou? Parce que on commence à nous intimider avec cette affaire de gouvernement. Vous partez, on va voir le gouvernement et on va glisser. Personne ne veut qu'on glisse. Mais si la dialectique que nous aurons au dialogue tombe à une synthèse qui voudrait que nous co-gérons le pays pendant un temps pour éviter des contestations des élections et qu'on ne dépasse pas le cap de décembre 2016 et que ce n'est pas la fin du monde. Parce que tout ce que nous voulons est qu'il n'y ait pas de troubles, encore une fois, dans ces pays, parce que le sang n'a que trop coulé. Et tout ce qu'on peut faire pour éviter qu'il y ait le sang qui coule, pour que les choses se fassent dans l'ordre et dans la paix, pour moi, on peut le faire, mais le mal est de violer la Constitution. Merci, honorable Bikaï. Ambassadeur, on termine avec vous. Oui, le président Kabila est tout à fait dans son rôle républicain, constitutionnel et démocratique d'initier le dialogue. À cette occasion, nous serons avec lui. Nous, c'est toute la classe politique. L'opposition, la majorité, la société civile. Nous serons avec le président Kabila. Trêve de susceptibilité, en face, à gauche, à droite, derrière. Non, nous serons avec le président Kabila. Puisque chacun doit parler. La majorité va parler, l'opposition va parler, les oppositions vont parler, la société ou les sociétés civiles vont parler, et c'est le président de la République, dans son rôle de garant des institutions, qui va mettre le tout en musique. Et donc, je pense qu'il ne faut pas mettre de préalable au dialogue, parce que le dialogue est une sorte d'empathie logique, la capacité d'entrer dans l'autre et d'agir de façon interactive avec lui. Donc il faut savoir écouter l'autre, comprendre ce qu'il dit et vous faire comprendre et de façon que les négociations continuent. Alors il y a une certaine confusion. Vous savez, quand vous allez au dialogue, il faut d'abord savoir ce que l'on veut. Ce que l'on veut, il faut savoir l'expliquer aux autres. Quand on leur a expliqué, il faut savoir les convaincre. C'est la pertinence des arguments qui vont faire que telle position peuvent se concilier et aboutir à telle prise de position unique ou commune. Bon, Merci, pour ambassadeur. terminer, parce qu'on n'a pas assez de temps souvent, n'est-ce pas? Nous voulons un débat qui va au-delà de micro. Nous, à la NCPS, après débat, on demande à ceux qui ont des questions à nous poser de nous appeler au 085 083 66 62. 085 083 66 62 pour répondre à leurs questions par rapport au débat qu'on a eu. Merci aux invités. À Monsieur André Alain Atundou, je rappelle, vous êtes président national de la Convention pour la démocratie et la République, mais également communicateur de la majorité présidentielle. Merci, honorable Steve Bikaï, président national également PT. Vous êtes initiateur de la nouvelle Classe politique et sociale. Et
porte-parole de l'opposition nationaliste. Voilà. Merci Shadrack Kipan, merci Jean-Paul Katota, merci Liévin Wanja, merci Kovo Mamona et Joseph Bengo. Vous avez constitué l'équipe technique, la réalisation et la mise en onde, ainsi que la prise de son de ce numéro de Mogrosso. Bonne suite de programme sur Direct. Au revoir.